Bonsoir, bonsoir à tous! Nous sommes le mardi 28 octobre 2025. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture. Et nous sommes ce soir, non pas dans la cave des souffleuses où nous enregistrons régulièrement, mais dans un théâtre public. Et pour le théâtre public. Et quel théâtre! Nous avons même traversé la Seine pour lui. C'est dire à quel point on l'aime. Car nous sommes au 30 rue du Chevaleret, dans le 13e arrondissement de Paris, sur la magnifique scène du Théâtre 13. Et ce soir, vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir à quelques jours d'Halloween. Halloween, une fête importée en France des États-Unis par les commerçants qui, contrairement au féminisme, à l'intersectionnalité et autres mots wokistes, n'est jamais accusé par la droite d'américaniser la société française et de la mettre en péril. Alors moi, personnellement, j'ai jamais trop aimé me déguiser en grandissant, mais depuis que je suis gay, je commence à comprendre les vertus queer du retournement des normes de cette célébration. Aucun lien avec la boîte de friandises du même nom. Car oui, il n'y a que lors des fêtes carnavalesques qu'une Marilyn Monroe à barbe et une Elvis au féminin ne sont pas pointés du doigt et qu'on peut les retrouver côte à côte à 6h du matin en train de partager un kebab qui leur sera servi par une peau d'âne ayant un peu trop forcé sur la binouse. Mais surtout, on peut toujours compter sur quelques twinks pour mettre le ho dans Halloween et se trouver hyper originaux quand ils sortent leurs poppers dans leur costume de diablotin en jockstrap. Mais les twinkettes, ne changez pas car Halloween sans vous, ce ne serait pas vraiment Halloween. Mais cette fête a-t-elle encore du sens? A-t-on vraiment besoin d'un jour où l'on joue à se faire peur quand la mort, la guerre et la peur d'un conflit mondial d'ampleur hantent déjà notre quotidien? C'est bien la peur qui guide la droitisation de nos sociétés, mais Halloween la transforme en sensation forte à bas coût, en cheap thrills. Oui, ici on écoute encore Sia. Et nous aimons ça, les cheap thrills, car qui n'aime pas un petit fait divers lugubre ou l'incursion d'une scène de film dans notre actualité morose? C'est pour cela que nous pouvons remercier les voloreuses des bijoux du musée du Louvre. Alors oui, je dis voloreuses parce qu'on m'a dit que l'écriture inclusive était aussi efficace sur les Pascal Pro de ce monde que l'eau bénite sur les vampires. Il suffit de répéter 3 fois le mot inclusif en question et le Pascal Pro se met à crier « Décadence ! Islam ! Est-ce que vous condamnez les violences ?» avant de disparaître dans le bar à cocktail d'Elisabeth Lévy jusqu'à la prochaine condamnation de Nicolas Sarkozy. Autant dire que ça ne dure jamais très longtemps. Mieux vaut prévenir que guérir, sait-on jamais. Un esprit diabolique pourrait lui avoir malencontreusement imposé l'écoute du masque et la plume dans le cul. Mais surtout, je parle de voleureuse car je souhaite visibiliser la contribution majeure des femmes dans l'histoire de la pègre. Alors on pense bien entendu à Bonnie du duo Bonnie and Clyde, mais il ne faut pas oublier d'autres figures centrales comme Isabelle Balkany dans le détournement d'argent public, Aurore Berger dans la capture du féminisme, Léa Salamé dans la disparition de la neutralité journalistique et bien entendu celui de Babouchka Babouche dans la fin précipitée du bon goût dans le drag. Tant d'objets de valeur dont on a perdu toute trace et qui ont été vendus en pièces détachées sur le marché de l'indécence. Le masque et la plume dans le cul souhaite donc s'adresser à une pièce de vêtements portée disparue, mais qui a refait un comeback surprise ces derniers mois grâce à une personnalité politique française de gauche, la veste verte. En effet, nous nous inquiétons pour ce vêtement qui n'était jusqu'à présent réservé qu'aux professeurs d'espagnol excentriques les jours où elles ne portaient pas de désigual, mais qui est désormais l'accoutrement quotidien de la secrétaire générale du parti Les Écologistes, Marine Tondelier. Plus qu'une veste, Marine Tondelier l'a définie dans son dernier livre comme, je cite, « un objet transitionnel pour adultes de gauche angoissés ».
Alors je l'assume, je me reconnais dans cette catégorie sociale, mais personnellement, mon objet transitionnel à moi de gauche, c'est plutôt le matcha latte Xanax. C'est vert aussi, mais surtout, c'est plus efficace, je le conseille. Mais le masque et la plume dans le cul est avant tout un espace où nous osons dénoncer les grandes injustices de ce monde. Je souhaite donc m'insurger contre un système politico-médiatique défaillant, car oui, comment est-il possible qu'entre l'incarcération d'un ancien président de la République pour corruption, la signature d'un cessez-le-feu qui promettait de suspendre le génocide des Palestiniens, le vol de bijoux napoléoniens dans le plus grand musée du monde, la deuxième trahison du Parti socialiste dans la même semaine et l'officialisation du couple Katy Perry-Justin Trudeau, oui, comment est-il possible que les médias soient passés à côté de la seule annonce à dimension historique de la semaine ? Marine Tondelier est candidate à l'élection présidentielle de 2027. Enfin, plus précisément, Marine Tondelier a annoncé sa candidature à la primaire interne de son parti pour être candidate à une hypothétique primaire de la gauche qui désignera un candidat à la grande primaire qu'est l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une information secondaire ? En tout cas, ce sera à vous de décider de qui se prendra une veste. La politique, c'est l'art du timing. Et le sens du timing de Tondelier est aussi cruel, maladroit, gênant peut-être, que l'anniversaire de Julia Sarkozy qui tombe la veille de l'incarcération de son père à la prison de la Santé. On prévoit une psychanalyse assez longue et fastidieuse pour la pauvre Julia après que son père a encore tout fait pour être au centre de l'attention. Et que BFM qui nous dit que Nicolas va lire la vie de Jésus et le comte de Monte-Cristo en prison, et que Nicolas achète du thon et des yaourts dans sa cellule. Arrête Nicolas, s'il te plaît, la veste verte de Marine Tondelier, on en parle, oui ou merde ? Alors je sais, le vert sur les scènes de théâtre, ça porte malheur. On dit que Molière serait mort en portant du vert. Mais Marine sans veste verte, ce n'est plus Marine. C'est comme le cinéma français sans Nepo Baby, le théâtre public sans subvention ou encore la France sans représentant politique égocentrique. Ça n'existe pas. Une seule veste vous manque et tout est dépeuplé. Alors, si pour ma part, il me semble qu'un programme politique cohérent est un meilleur objet transitionnel qu'une veste verte pour convaincre les Françaises et les Français, je remercie tout de même la veste verte de Marine Tondelier parce que grâce à toi, je vais pouvoir me déguiser à Bakou pour Halloween. Alors, bien entendu, comptez sur moi pour rendre ça un peu plus sexy et tendance quand même, parce que n'oubliez pas, je suis gay. Mais il est désormais venu le temps d'accueillir celle qui n'a pas besoin de veste verte pour qu'on se souvienne d'elle, mais surtout celle pour qui je suis convaincu que Nicky Doll a volé la couronne du Louvre pour la lui remettre dans la prochaine saison de Drag Race France. Je veux évidemment parler de Babouchka Babouche. Alors Babouche, t'as pas fait tomber la veste ce soir ? Je précise qu'elle est de couleur turquoise. Et avec nous aussi ce soir, la queen du son et des micros, du masque et la plume dans le cul, notre régisseuse Ous. Et ce soir, nous recevons l'un des artistes associés du Théâtre 13, l'auteur, metteur en scène et interprète du très remarqué spectacle « Quand on dort, on n'a pas faim », qui vient d'enchaîner 10 dates à guichet fermé au Théâtre 13, avant de partir en tournée un peu partout en France, et notamment à la Manufacture lors du prochain Festival d'Avignon. Je veux bien sûr parler d'Anthony Martin. Merci. Anthony, merci beaucoup à toi d'être avec nous ce soir. Alors, je vais faire comme au début des séances de yoga. Anthony, si tu écoutes ton corps, qu'est-ce que tu ressens maintenant que ça y est, le spectacle a été créé et joué ? Qu'est-ce que je ressens ? Des émotions très contraires. Je pense déjà je suis très soulagé. C'est fait, on n'est pas mort et on n'est pas morte avec notre sœur parce qu'on avait très peur. C'était vraiment notre angoisse de l'été de mourir avant de faire le spectacle. Du coup, on est encore en vie, c'est un miracle, on est là. Donc déjà, c'est trop bien. Et je pense que je dissocie beaucoup et je suis pour la première fois depuis très longtemps fière de moi. Donc je suis soulagée. Ma belle. Donc,
Quand on dort, on n'a pas faim raconte ton arrivée en prépa littéraire dans le lycée le plus prestigieux de France, Henri IV, à côté du Panthéon. Mais aussi la découverte, ou plutôt la mise en pratique de ton homosexualité et ta confrontation avec le racisme dans cet espace blanc et bourgeois, mais aussi dans le monde gay. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi d'arriver au lycée Henri IV à l'époque, que tu appelles dans la pièce le château, c'est-à-dire le lieu du pouvoir blanc, finalement? Bah en fait, moi je savais même pas ce que c'était la prépa en fait. C'est-à-dire que j'étais un bon élève donc au lycée, au collège et tout ça. Donc juste je continuais ma vie, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai une très bonne prof qui est maintenant une amie que je salue, qui s'appelle Audrey, qui était ma prof de théâtre et de littérature. Et elle me dit, écoute Anthony, si tu sais pas quoi faire, va en prépa. Donc moi je me dis bon, bah, du coup je commence à regarder, un peu et tout. Et donc je vois évidemment, c'est comme quand tu tapes, je sais pas, sur Google, le premier truc que tu tombes, bah, c'est Henri IV. Mais donc évidemment, je me dis, bah, je vais pas être pris, évidemment. Donc je regarde les trucs. Et d'ailleurs, fun fact, en fait, on est allé, il y avait les journées portes ouvertes. Donc en fait, on est allé avec mes parents aux journées portes ouvertes de Louis le Grand et d'Henri IV. Et en fait, il faut savoir que les prépas à Paris, elles sont, en fait, on dit que Henri IV, c'est le lycée le plus haut dans Paris. Il est sur la montagne Sacrée, sur la montagne Sainte-Geneviève. Et après, tu as les autres qui sont moins bien. Pas du tout, hein, ils sont pas moins bien. Mais en gros, ils sont plus bas géographiquement sur la montagne. Et donc, nous, on est allé à Louis le Grand, qui est juste en dessous d'Henri IV. Et on y allait. Et en fait, on a été reçus, mais comme des malpropres. C'est-à-dire qu'on nous a dit, bah, ça sert à rien. En vrai, ne candidatez pas, vous n'allez pas l'avoir. Vu d'où vous venez, vu d'où, voilà. J'étais en mode, bon, bah. Du coup, on n'est même pas allé à Henri IV. Mes parents, on est rentrés bredouille comme ça. Et finalement, j'ai tout eu. Enfin, j'ai genre tout eu. J'ai eu l'internat, j'ai eu la prépa, j'ai eu machin, j'aurais fait un gros fuck. Mais finalement, ça a été un retour de bâton plus tard. Mais voilà, du coup, pour moi, c'était le château que je connaissais même pas, mais qui a été un... Ouais, enfin, c'était vertigineux pour moi de me dire que j'ai été pris dans the institution, quoi. À l'époque, tu ne pouvais pas prédire toutes les aventures que tu allais vivre. Ah non, sinon, je sais pas si je l'aurais fait. Si je l'aurais fait, je pense quand même. Mais je sais pas, autrement. On va pas spoiler les aventures, hein. Pour le savoir, il faut aller voir le spectacle. Oui. Alors Babouche et moi, en bonne mondaine, on se balade pas mal au théâtre et notamment au Festival d'automne. Car on rappelle que le Festival d'automne, c'est 8 € pour les moins de 30 ans. Et oui, et que le Théâtre 13, c'est pas cher non plus. Donc C'est 6 € au c'est- RSA. Ouais. Du coup, ça, quoi. vous avez qu'à être au RSA, mes belles. Et donc, malgré une politique tarifaire qui est tout de même assez incitative, le public ne se diversifie pas pour autant. Et alors, quand on est venu voir ton spectacle, on a forcément été frappé par le fait que beaucoup de jeunes personnes non blanches sont venues en masse voir ton spectacle. Surprise, les gens viennent quand le théâtre s'intéresse à eux. Est-ce que tu as eu quelques retours de spectatrices et de pourquoi ces personnes ont poussé la porte pour te voir spécifiquement dans cette pièce-là? Oui, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de retours. En fait, déjà, on avait mis un livre d'or. Nous, il y avait tout un dispositif, un peu de fangirl, un peu que j'avais envie de mettre en place autour du spectacle. Il y avait du merch et tout. Et il y avait un livre d'or du coup à l'entrée, aussi pour les gens, parce que moi, je sais que des fois, je me sentais souvent pas de parler aux acteurs, aux actrices à la fin d'un spectacle. Je me disais que ça pouvait être aussi un moyen de juste des fois laisser une trace, quoi. Et effectivement, c'était assez bouleversant parce que c'était vraiment un de mes objectifs premiers, c'était de me dire il faut vraiment qu'en espace de 10 dates, donc ce qui était très court, que je réussisse vraiment à amener en fait, des gens qui sont concernés par ces problématiques. Et donc en fait, très vite, j'ai invité pas mal d'influenceurs, d'influenceuses que j'adorais, des autrices afro-descendantes que j'admirais. Et déjà, elles sont venues, donc déjà, c'était trop bien. Et elles sont venues les premières dates. Donc ce qui fait que ça a eu un effet où elles en ont parlé très vite. Il y en a deux, notamment les Christelle Murula et Christelle Bakimapunza, qui sont mes fées, enfin mes anges gardiennes, qui sont venus vraiment à la sortie, qui ont pris un paquet de tracts et qui m'ont dit on va le diffuser partout, on va y aller. Et du coup, elles en ont parlé à Quotidien, elles en ont parlé. En fait, du coup, ça fait qu'on a eu une visibilité folle et donc une audience effectivement différente, quoi. Et donc, dans le spectacle, tu es habillé en bouffon du roi.
et tu portes un blackface. Donc le blackface, c'est une pratique raciste dans laquelle les actrices blanches se maquillent le visage en noir pour jouer des personnes noires. Alors beaucoup de personnes pensent que c'était réservé aux années 20, avec notamment le chanteur de jazz, le premier film parlant du cinéma, et que c'est du passé. Mais pas du tout, parce que tu le mentionnes d'ailleurs dans le spectacle. On a été gracié de Agathe Cléry, avec Valérie Mercier qui se réveille un matin noir. Alors, qu'est-ce que tu voulais raconter en choisissant de te mettre toi-même en blackface dans la pièce ? Et je crois que ça se fait tous les ans en Belgique encore. Hein. Oui, ils adorent ça, les Belges. En Belgique, et aussi... Ah mince, c'est un endroit Justin en Trudeau France aussi, il y a des archives des années 90. Ah bah, on ira voir. Ouais. Ah, voilà. En fait, il y a plusieurs strates. Effectivement, il y a le truc un peu, on va dire, basique de un peu reprendre le stigmate et d'en faire sien. Mais aussi, en fait, j'avais aussi envie que dans ce spectacle, il y a pas mal de choses. Je voulais un peu qu'elle parle d'elle-même, c'est-à-dire que je me disais, je trouve que le fait de pousser, parce que oui, je suis déjà noire, mais je trouve que le fait de pousser même chromatiquement, en fait, le fait d'être noire et de se dire comment cette personne a pu croire une seule seconde qu'elle allait fitter parfaitement, qu'elle allait pouvoir totalement s'immiscer dans ce milieu et qu'on ne la verrait pas. Déjà chromatiquement, le spectacle est très pop, très coloré, et je trouve que vraiment du coup le noir ressort très 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 fort. Mais il y avait aussi cette idée aussi pour moi de effectivement reprendre le stigmate, quelque chose qu'on dit souvent en mode oui, on le reprend, mais le spectacle aussi, au fur et à mesure de son avancement, il tend vers un épuisement de ça aussi, de se dire, est-ce vraiment ce que j'ai envie de faire ? Constamment de me dire que je m'inscris que dans, entre guillemets, le cahier de charge de ça, en me disant, oui, je le reprends, haha, vous voyez, je m'amuse, mais en fait, peut-être justement qu'au bout d'un moment, il y a ce truc de, ça devient en même temps ton masque, au bout d'un moment, tu sais même plus quelle est la part de ce que j'ai choisi, ce qui me fait rire, et donc justement, je deviens bleu à la fin plutôt du spectacle, où justement, je deviens plus loin que le noir, parce que on dit que au-delà, le noir, un noir très très noir, il est bleu, quoi. Donc c'était ça l'idée. Et donc tu choisis de raconter cette histoire sous la forme d'un conte médiéval que tu définis comme afro-queer. Et donc tu reprends la langue, l'esthétique sonore et visuelle du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans ? On précise que c'est une tendance très populaire que vous pourrez creuser en allant écouter un précédent épisode du Masque et la plume dans le cul avec Corentin Daré, qui est également médiévo-queer, mais queer médiéval. Qui fait de l'art contemporain queer inspiré vous des êtes médiévals. nombreux et nombreuses, j'ai l'impression en ce moment. C'est boring, quoi. Non, c'est plutôt pourquoi Non, tu penses que c'est tendance, mais... Pourquoi les queerettes sont obsédées par le Moyen-Âge ? Alors, cette vaste question, c'est drôle parce que j'ai joué au spectacle à Nantes là, il y a quelques jours. Et il y avait une exposition encore effectivement d'un artiste queer sur le médiéval. Donc je me disais, bon, il y a quelque chose. Il y a, je sais pas trop, je pense que c'est... Enfin... Je sais pas, moi j'avoue que mon rapport au médiéval est juste que j'ai vraiment grandi avec ça. C'est-à-dire que j'ai grandi avec des contes, j'ai grandi avec ces histoires de princes et de princesses. Donc j'avais juste aussi envie de m'inscrire dans cette tradition entre guillemets dans laquelle les personnes noires sont pas du tout représentées. À part récemment justement dans House of the Dragon, justement c'était drôle de voir justement à quel point c'est devenu tendance et en même temps maintenant en termes de quotas il faut mettre des personnes noires. Enfin c'est trop bizarre maintenant. Mais du coup c'était quoi la question ? Pourquoi ça t'a inspiré ? Pourquoi les queerettes sont obsédées par le Moyen-Âge ? Bah oui, puis je pense qu'il y a... Enfin, je sais pas, oui, c'est très... Enfin, finalement, le Moyen-Âge, c'est quand même une période qui est extrêmement longue. Ça dure presque 5 siècles, si je m'abuse. Donc aussi, je pense que c'est bien parce que justement, c'est flou. On connaît des choses, mais il y a beaucoup de... Enfin, c'est très sujet à interprétation très multiple. Enfin, il y a un truc où... Enfin, mon spectacle parle pas mal d'archives perdues. Et je trouve que justement, le Moyen-Âge, on a des archives, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on se dit, mais en fait, sûrement, il y a des zones d'ombre, comme souvent. Et donc, je pense que c'est des choses qu'on réinvestit en se disant, en fait, c'est pas qu'on... Enfin, aujourd'hui, on se rend compte à quel point les archives sont tronquées, enfin, tout ce qu'on a pu apprendre et tout. Et on se dit, pourquoi pas ne pas s'inscrire dans ces archives-là, quoi. Je pense qu'on peut également parler de l'impact dangereux de l'école de mode Dupéré, qui a propagé une esthétique médiévale dans toutes les teufs du Grand Paris. Et je pense qu'on a toutes et tous été pollinisés, en fait, un peu. Sûrement.
Et comme vous le voyez, Le Masque et la Plume dans le cul est une émission avant tout éducative et préventive. Alors j'ai fait mes recherches Sociologique. sociologique. Alors j'ai fait mes recherches sur Henri IV, qui a donné son nom au lycée où tu as fait ta prépa, et je suis tombé sur cet article du site Ça m'intéresse, intitulé Henri IV, le sexe addict sans limite. Alors, j'avoue que l'article est assez culte, puisque la théorie de l'article, c'est que la frénésie sexuelle du roi Henri IV a servi à combler le vide de ses parents. Et je cite, quitte à mettre en péril le royaume de France. Alors, on apprend aussi qu'on lui connaît 73 maîtresses. Alors, c'était avant Grindr, donc c'est plutôt un bon body count. Et tout cela, je cite, sans compter les paysannes et les beautés africaines de son harem. Un beau score qui le place en tête du classement des rois coureurs de jupons. Alors voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez sur la qualité du média, ça m'intéresse. Mais je garderai le lien entre Henri IV et le sexe, puisque dans ta pièce, Anthony, tu racontes comment ton personnage, Anthony, s'est réveillé et a faim. Et Mais fin de quoi, Anthony? Fin de savoir, bien sûr. Oui, il a faim, oui, j'avais faim, j'ai toujours très faim. Hashtag de faim, gourmande. de savoir. Fin de savoir et d'art. Je suis au couvent maintenant. Non. Pourquoi c'était important pour toi de traiter de manière aussi directe et explicite Grindr, la sexualité, la découverte de la sexualité gay et des dangers que ça peut représenter dans ta pièce? Effectivement, il y a plusieurs choses. En fait, déjà, j'avais un peu envie que ce soit un peu un sorte de récit initiatique, un peu cette pièce. C'est-à-dire que, effectivement, que les spectateurs, spectatrices vivent au début un peu comme moi. C'est-à-dire que vraiment, on les emmène un peu. Il y a ce personnage qui s'appelle Paris Ardent, qui est ma marraine, la mauvaise fée, plutôt, qui va un peu me suivre, m'accompagner dans toutes mes premières fois. Donc, l'idée pour moi, c'était un peu justement de se dire que les gens vont vivre comme moi. C'est-à-dire cette incompréhension. Je trouve que parler de ces milieux gay aussi pour moi, c'était aussi parler du fait de ne pas avoir de code, en fait, de se retrouver dans un milieu qui est hyper codifié, dans lequel en fait j'étais en mode il faut y aller vite, il y a un rapport toujours au temps, il faut y aller très très vite. Et puis moi j'étais un peu en mode j'avais déjà l'impression d'avoir perdu 17 ans de ma vie à juste rien, l'impression de vivre un peu en attente. Ça, c'est vraiment un truc dans le spectacle, de vivre un peu en attente, de dire bon, ma vie commencera bientôt, elle va commencer bientôt. Et je me disais bon, là c'est bon, 18 ans, du coup il faut y aller quoi. Mais en fait ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu as passé 17 ans à te restreindre, à faire attention, du coup tu fais comme tu peux. Et surtout du coup il y a beaucoup de honte, c'est beaucoup de secrets. Et moi je pense que j'avais jamais eu honte d'être gay, on va dire queer maintenant, mais je pense que j'avais pas les codes quoi. Donc en fait j'avais aussi envie que les spectateurs, spectatrices, sans complaisance, se prennent quand même ce que c'est, quand même en plus d'être gay, mais aussi d'être noir aussi à l'intersection. Donc oui, ça me tenait à cœur aussi des fois, parce que je parle beaucoup dans le spectacle, et au bout d'un moment, il y a effectivement des archives qui existent, et ça me tenait aussi à cœur que juste les gens puissent réagir, et c'est très intéressant de voir en fonction de qui vient, comment les gens réagissent aux différentes archives. Donc ça m'intéresse. Ouais. Oui, ta découverte de Grindr, c'était un peu passé de 0 à 100 ou de végétarien à texan. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Oui, et puis en même temps, c'était très étrange. Moi, j'ai l'impression d'avoir une amnésie de ça. Finalement, je me dis, je pense que j'ai vu beaucoup de personnes pendant ces années-là, mais j'ai on les salue d'ailleurs. On les salue. Si vous nous écoutez. Salut, il y en a un là. Non, il y en a vous reconnaîtrez peut-être. Il y en a avec qui j'ai gardé contact, mais c'est juste que je me dis, aussi tout ce rapport, le spectacle pas mal aussi de rapports aussi très, toute cette culture de l'inceste dans laquelle on baigne aussi, de trucs un peu par rapport à des gens beaucoup plus âgés que toi, tout ce truc hyper, et aussi très Disney, du coup tout se rejoignait un peu aussi, tout ce truc de toujours des princes, tu vois, qui arrivent que dans ton sommeil, qui te réveillent, t'as rien demandé, tu sais, tout ce truc un peu en mode c'est comme ça qu'on fait, les hommes viennent et c'est comme ça, et du coup il y a plein de choses qui se mélangeaient, et en même temps j'étais genre noir et gay et de banlieue, du coup beaucoup de choses qui s'entremêlent. Oui, t'étais un peu une paysanne ou une beauté africaine finalement. Oui, j'étais les deux même, je pense. Ouais, j'étais la roturière quoi. Ouais. Et dans ce récit d'apprentissage, tu parles aussi de ton passage du village d'où tu viens, la queue en brie. C'est pas un village. Hein. C'est pas un village. Moi, je sais pas. Moi, je viens pas de la région parisienne. Pour moi, si ça s'appelle la queue en brie, c'est un visage. C'est une ville. Oui, c'est. Il y a combien d'habitants sur ta boucle WhatsApp de Grindr? Il y a combien d'habitants? Ah non, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est grand quand même. Il y a une pharmacie. Il y en a plusieurs.
Oh, wow, ok. C'est grand quand même la queue en brie. J'avoue Il y que a un cinéma? Oui, maintenant. Mais récemment, ouais. Oh, wow. Ouais. je propose un voyage, une sortie collective à la queue en Bah, brie, n'hésitez pas. pour prolonger l'expérience de ce n'hésitez podcast. pas. C'est sur le RER? Non. Non. Ouais. C'est Relié au bus, avec un bus. le but? Le bus. Non. Oui. Il y a même pas un train? Non. Ouais. C'est très vert, c'est très vert. Ok, gagged. Ouais, c'est très vert. Donc la queue en brie, je trouve que ça s'invente pas quand même. Alors comment tu voyais Paris en grandissant, parce que c'est un des personnages de ta pièce en fait. Est-ce que tu as toujours perçu la ville de Paris comme un endroit potentiellement de liberté, ou c'était quoi, est-ce que c'était vraiment une libération, ou c'est quelque chose que tu craignais, ou ton rapport à la queue en brie, dis-moi plus. Bah, en fait, quand même, la Cambrie, effectivement, c'est pas loin de Paris. Donc, en fait, ça fait que j'y allais à Paris. Mais pour moi, du coup, Paris, c'était vraiment le fantasme ultime. C'est-à-dire que quand j'y allais, c'était vraiment avec des yeux. J'avais une meilleure amie, enfin, j'ai une meilleure amie, enfin, bref, elle est toujours vivante, bref. Elle s'appelle Camille. Et on y allait souvent, on était tout le temps à deux, en se disant, ouais, quand on sera grand, on ira à Paris. Et on aura, genre, un appartement de 50 mètres carrés, et genre plein de pièces et tout machin. Ma belle. Plot twist, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. J'étais en internat et j'avais pas une pièce, quoi. Et en fait, c'était du coup effectivement le lieu du fantasme, mais pour moi effectivement le lieu de la libération. À chaque fois qu'on y allait, on se disait, oh, les gens sont tellement bien habillés. En fait, c'était drôle, mais en fait c'est drôle, mais vraiment, je veux dire, on était vraiment pas loin. Mais vraiment, vivre à Paris et en banlieue, c'est vraiment pour moi diamétralement opposé. C'est vraiment pas pareil. Et si je peux me permettre, c'est le pitch du film Tout ce qui brille qu'il faudrait peut-être réévaluer. moi, je l'ai revu récemment. Bof. Ouais, il y a Même si je l'adore, il y a un Camélia. rapport au lesbianisme un peu particulier. Ah ouais. Attends, on parle du même avec Camille Jordana? Non, c'est pas ça, c'est autre Non, chose. non, c'est l'autre arabe. Avec C'est Leila Bekti. Ah oui, Ouais. putain. Comment ça s'appelle le truc? C'est le discours là. Comment ça s'appelle? Elle fait une. Ah école- non, elle- ça c'est là. pas bien, ça c'est pas Mais bien. voilà, c'est Non, pour ça. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est. Non. Elle est juste là, elle est au Panthéon. D'ailleurs. Not all- Jordana. Non. Moi, Non, dans le j'ai raté film. cet épisode Robert Badinter, Camilla Dans le Jordana. film, elle On a fait- plié elle- le game. Elle passe une école. Elle va genre à. Mais c'est un homme blanc Ah, qui ça, l'aide. c'est avec Daniel un homme Auteuil. blanc. Avec Daniel Auteuil. Ouais. Avec Assas, elle est Assas, un truc Bah, comme merci ça. Daniel de m'avoir permis. Non, mais à merci Camélia, merci Camélia. Ouais, très bien. Bravo, Of ouais. course. Ouais, Pardon. ouais. Donc tu as voulu symboliser notamment les vices et les tentations de Paris à travers un personnage drague qui s'appelle Paris Ardent. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage drague? Effectivement, du coup, se posait très vite la question de la forme pour moi à donner à ce spectacle, pour que ce soit pas juste moi qui raconte ma vie et tout le monde s'en fiche, quoi. Et donc, effectivement, il y avait cette idée. Alors, on s'excuse quand même pour tous les stand-uppers. Voilà. Oui, bien sûr, on les adore. Mais même eux ont trouvé une forme quand même, tu vois. Ils racontent pas juste leur vie comme ça. Elle dodeline de la tête, vous ne le voyez pas, mais elle dodeline. Ouais, mais du coup, effectivement, Paris Ardent, donc il y a plusieurs choses. Il y a une référence un peu à un documentaire qui s'appelle Paris is Burning, qui parle en gros des premiers balls dans les années 80 à New York et tout. Une référence un peu, voilà, un peu. Si on l'a, si on l'a pas, ça n'empêche pas. Mais il faut la voir parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui, C'est le un grand minimum film. quand même. Non, bah, tout le monde l'a pas. Tout le monde n'est pas. C'est le minimum. Mais c'est ok, vous pouvez le regarder, c'est bon, bref. Et aussi, effectivement, du coup, référence à Fanny Ardant, voilà, plus évident, effectivement. Mais donc, il y avait aussi cette idée de l'augmenter. Enfin, tout le spectacle est très dans une esthétique très camp, quoi, très de l'exagération, de l'artifice. Et donc, j'aimais vraiment bien cette idée aussi de Fanny Ardant, qui, moi, était mon idole absolue. Enfin, c'était vraiment... Avant qu'elle soutienne Gérard Oh, Depardieu. bien sûr, et Depardieu et Polanski et tout ce qui s'ensuit. Et que voilà, mais moi c'était mon idole. Enfin, pour moi c'était l'allié des gays. Elle avait pris position pour enfin, c'était mon icône. Et puis la chute, quoi. Mais le spectacle parle aussi pas mal de ça, de tuer ses idoles aussi. Ouais. Tu nous fais une petite imitation ou pas? Bien sûr. Voilà, c'est tout. Ouh, La gorge Fanny. sèche. Alors, notamment, on parlait de références, et notamment, tu fais beaucoup référence à Shrek 2. Oui. Alors, Il faut toujours. Très important. très important. Alors, moi, on en parlait juste avant, j'étais fan de la scène de Shrek 2 à laquelle tu fais référence dans la pièce. Alors, on ne divulgage rien Oui. pour les auditeuristes qui n'ont pas encore vu la pièce. Mais c'est la scène la plus iconique du film. Ouais. Et de la pièce. Oui. Mais je te remercie
parce que en fait, c'est en voyant la pièce que je me suis dit ah mais attends, mais en fait cette scène-là c'était un signe que j'étais pédé. J'étais en mode genre ah Bien mais attends, sûr. il y a deux, tu vois, j'étais en mode genre ah mais une autre pédale se dit que Bien sûr. c'était iconique. Et donc je te remercie, genre moment genre ah oui j'ai vraiment mis du temps à recevoir la lettre, mais voilà. Marraine la bonne fée, oui, enfin c'est. Ouais. Donc je veux te oui. poser cette question que je pensais ne jamais poser dans ma vie. C'est quoi ta relation à Shrek? Ma relation à Shrek, c'est une obsession. Moi, je suis obsédé par Shrek, obsédé par Shrek. Moi, je pense que Shrek, finalement, c'est drôle, en fait, les choses qui sont là depuis le début dans ta vie, mais que tu ne vois pas. Enfin, Shrek, c'est vraiment quand même un sorte de démontage de tous les contes de fées, de machin. Tous ces personnages gravitent ensemble, des ogres, des fées, des ânes, des loups, des personnes non binaires, c'est pas nommé, mais c'est comme ça. Enfin, en fait, c'est vraiment fascinant, des princesses Le petit biscuit. Le petit biscuit, on te voit. Vraiment. On te voit et on t'aime. Et on t'aime, on aime tout le monde. Et tous ces gens gravitent ensemble, le chapeauté, la dragonne qui a un sorte de rouge à lèvres qui fait toute sa tête. C'est une femme trans. Oui, c'est obvious, je crois. Et vraiment, non, mais Shrek, en fait, c'était l'inclusivité avant l'inclusivité pour moi. Évidemment, il y en a eu bien avant Shrek. Mais du coup, c'est vrai que c'était... Et puis, ce que j'adore aussi dans Shrek, c'est le niveau de lecture. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand je le regardais, quand j'étais en primaire maintenant, j'ai adoré. Mais aujourd'hui, je vois des trucs qui me font hurler de rire. Enfin, je sais pas, les blagues sur Lord Farquaad et sa petite taille et son grand château qui est des trucs à compenser. Enfin bref, il y a plein de bêtises partout dans Shrek et des lip-syncs et des reprises de chansons. Enfin, moi qui suis très pop culture et genre grosse chanson à banger, Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, repris en français. Ouais. Solo de batterie iconique. Très grave. Qui dure 1 minute. Oui. Et on en pense quoi de ce solo de batterie dans... Ah, moi je suis obsessed par cette chanson, je suis pas objectif. Faut vraiment la réécouter, c'est et voir le clip. Ouais. Dans la maison avec les drapés blancs, elle qui est en cheval blanc, c'est iconique. Film qui, rappelons-le, était en compétition au Festival de Cannes. Ah, Oui, c'est vrai. fun fact. Ah, il y avait du bon goût. Fait amusant. Et en parlant de drague, nous avons notre drague maison qui, en plus d'être fan de Shrek 2, fait désormais partie de la grande famille du cinéma français. Elle va vous expliquer ça avec le coup de babouche. Oui, allô? Moi bien salope. La prochaine fois que tu entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Que d'émotions. Drag queen, femme politique et mannequin, il m'arrive également à mes heures perdues d'être cinéphole. Oui. Et je dis bien cinéphole puisque j'ai pour habitude d'aller voir les films qui m'attirent, ceux qui me font envie puisqu'ils semblent développer avec intelligence et talent des univers et propos forts, beaux, originaux, comme notre invité de ce soir. Mais si je dis cinéphole, c'est parce que j'ai également tendance à aller voir le reste. La semaine dernière, poussé par cette curiosité naturelle qui est la mienne, j'ai donc été voir Chien 51, le dernier Cédric Jiménez movie, voilà, de cet auteur, puisqu'on peut maintenant dire qu'il fait œuvre. J'avais déjà vu ses 2 précédents opus que sont Bac Nord et Novembre. Oui, le 13 novembre movie. Parce que j'aime surprendre. Non, la finalité de ce coup de babouche n'est pas de dénoncer l'évidente obsession de Cédric Jiménez. J'ai appris qu'on disait Jiménez et pas Jiménez, mais je ne saurais plus vous expliquer pourquoi. Du coup, ce type est obsédé par le complexe militaro-industriel, ou comme j'aime à l'appeler, l'association mortifère des gros guns avec les grosses couilles. Puisque c'est ça finalement son cinéma, des thrillers policiers aux scènes d'action franchement pas si mal faites. C'est pas parce que les films sont nuls qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. Le boug s'est tourné une course-poursuite efficace et ça de nos jours, ma bonne dame, eh bien ce n'est pas une sinécure. Non. Moi, ce que je reproche à Cédric Jiménez, et que dis-je à toute la bande là qui va de Gilles Lelouch à Raphaël Queutard, en passant par François Civil et autres Quentin Dupieux, eh bien, ce que je leur reproche, c'est la prise d'otage, que dis-je, le rapt,
le kidnapping qu'ils ont opéré à l'encontre de notre petite chouchoute, la chérie des Français. Je veux bien sûr parler d'Adèle Exarchopoulos. Libérez-la! Rendez-la nous! Adèle, on t'aime et tu nous manques, merde! Parce que oui, j'en viens à mon plus gros grief. De Bac Nord à l'amour ouf se développe un film français cinématique univers sur lequel on ne va pas s'étendre, mais juste à l'aide. J'imagine que c'est une vision du monde, mais quand Chien 51 nous impose une relation amoureuse entre Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch, tu te dis que le bail est allé trop loin. On est sur un tel microcosme, un tel entre-soi, que cette relation crée le malaise. Cet écart d'âge, ce couple, visiblement, est quasiment incestueux. C'est dégueulasse. Juste stop. Moi, si je devais demander quelque chose, à part d'arrêter, c'est de caster d'autres acteurs et actrices, de raconter d'autres histoires peut-être. Enfin, libérez-vous et par pitié, libérez-nous. PS, oui, j'ai fait 2 jours de figuration drague sur Chien 51. Et du coup, si vous ne clignez pas trop des yeux, vous pourrez m'entreapercevoir un 1/10 de seconde. Je porte une perruque rose, une tenue qui va avec. Bon courage pour me trouver. De mon côté, je suis d'ores et déjà désolidarisé. Merci à Babouchka Babouche. Non mais on ne crache pas sur 2 cachets. Hein. Non, mais j'ai une carte illimitée, donc je vais aller le voir en fait. Juste. Désolé. Alors le problème, c'est que tu peux pas remettre en arrière pour voir Babouche. Donc faut aller le voir 2 fois. Ouais. Je vais être concentré. Et justement, moi, je suis vraiment content parce que ce coup de gueule dit tout fort ce que des milliers de cinépholes pensent tout bas. Alors voilà, je disais, je suis allé voir Chien 51 et visiblement, j'étais pas totalement rassasié par Gilles Lelouch. Je me suis aussi tapé l'amour ouf avant. Et c'est long, hein. C'est très long. C'est très long. Et on veut voir de la production grand spectacle de qualité qui ne nous renvoie pas à Luc Besson, s'il vous plaît. Ce serait vraiment bien. Par contre, la perruque Bob d'Adèle dans Chien 51, je valide à mort. Iconique. Et d'ailleurs, en parlant de perruques et de prothèses, Anthony, tu as travaillé avec une compagnie de théâtre qui utilise beaucoup le masque et les prothèses. Transition. Subtil. Le Moonstrom Théâtre. Oui. Alors, tu joues actuellement dans leur dernière création Macbeth, tirée de la pièce de Shakespeare, qui joue un peu partout en France cette année, et notamment au Théâtre du Rond-Point en décembre. Exactement. C'est ça ? Un mois, novembre-décembre. Un mois, novembre-décembre, donc allez la voir. Mais c'est déjà sold out, non ? Bien sûr. Mais en dernière minute, ça se négocie. Oui, ça rentre. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail avec le Moonstrom, ta rencontre avec leur théâtre qui, je crois, a été assez fondateur dans toi, ton désir de théâtre et ta création, et la manière dont ça a infusé dans ton propre travail et dans ta pièce ? Oui. C'est un peu a dream come true quand même. Moi, j'ai vraiment commencé du coup le théâtre donc en 2018 après la prépa, et donc en 2019 je suis allé voir une pièce qui s'appelle Le 40 degrés sous zéro, qui à l'époque, aujourd'hui j'aurais des choses à redire et tout, mais à l'époque a été vraiment un vrai choc pour moi, et j'étais en mode voilà, c'est mon plus grand rêve de théâtre, et comme d'hab ça n'arrivera jamais, et c'est normal. J'étais en mode en vrai c'est ok, je travaillerai jamais avec eux, mais genre c'est une inspiration et c'est trop bien et tout. Et un jour, ou peut-être une nuit, je reçois un mail de Louis Arène, qui est le directeur de la compagnie, qui me dit « Hey Anthony, tu voudrais être dans le projet ? J'ai entendu parler de toi, tu voudrais être dedans ?» Et j'étais en mode « What the fuck ? Ça n'arrive jamais dans la vie, ça. » Ouais, vraiment, j'étais en mode j'ai checké plusieurs fois et tout. Bon, après, je vous passe l'histoire. J'ai dit non plusieurs fois parce que je pouvais pas à l'époque. Et puis mes amis m'ont dit « Si tu le fais pas, on te tue. » Donc j'ai fait « Oui, peut-être je vais le faire. Je vais juste saisir ma chance. » T'as vraiment dit non ? J'ai dit non 3 fois. Mais genre, juste parce que t'avais peur ? Non, parce qu'en fait, j'avais autre chose. Mais en fait, j'étais en mode, je peux pas laisser mes amis, c'est des projets d'amis et tout. Et tous mes potes étaient en mode, vraiment ? Tu vas vraiment passer à côté de ça ? En plus, la vie, c'est avant tout des rencontres. Oui.
Donc, mes amis ont compris, vu que c'est mes amis. Ils m'ont dit, on refera un projet plus tard ensemble, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai dit oui. Et effectivement, ça a été une sorte d'école en accéléré. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait 4 ans d'école en même pas un an de création, je dis formation. Ça a été dingue. Enfin, comment dire, je pense que j'ai mangé 55 œufs, des œufs durs. J'ai fait du sport. Genre vraiment, c'était genre, je sais pas, genre Kung Fu Panda, quoi. Genre vraiment, j'étais en mode, il faut que je me forme. Je suis parti en formation. Genre, j'étais en mode, le soir, je faisais des trucs dans ma chambre en mode, vraiment, je me formais, quoi. Donc, ça a été physiquement, j'ai appris, je pensais être un peu physique comme acteur. Moi, j'aime beaucoup le théâtre physique et tout. Et j'étais rien. J'étais peanuts. Vraiment, genre rien du tout. C'était malade. J'avais des courbatures tous les soirs. J'étais dans ma chambre. Je vais me coucher. Je rentrais dans ma chambre. J'étais en mode... Du coup, vraiment, c'était hyper intense. Et j'ai appris mes 800 000 choses. Et ça, oui, ça a infusé parce qu'en termes de précision, en termes de souffle, comment dire, ils appellent beaucoup ça la compression d'espace. D'être vraiment genre l'impression qu'il y a une densité et tout. Enfin bref, merci à eux pour tout. Oui, c'est très impressionnant leur théâtre. Et une autre inspiration que l'on sent dans ta pièce aussi, c'est forcément celle de Rebecca Chaillon, metteuse en scène majeure du théâtre contemporain actuel. Oui. Tu as notamment joué dans sa pièce Plutôt vomir que faillir, qui était basée à partir des parcours de vie des comédiens-comédiennes qui étaient dans la pièce. Tu parlais déjà de Sangoku comme premier crash gay. De One Piece One Piece, merde, pardon. C'était quoi? Bah oui, Merde. Sengoku et Luffy, ça n'a rien à voir, ma belle. Sangoku est plus sexy que Luffy qui a quand même 17 ans, Ok. qui est mineur. Qu'est-ce que tu as appris du théâtre politique et pop, en fait, de Rebecca Chaillon? En fait, c'est drôle parce que oui, je pense que mon spectacle est un peu une sorte de match de ces deux esthétiques et de moi, quand même, dedans aussi. Oui. Mais un peu. Tu comptes. Je compte un peu. Et du coup, oui, Rebecca, donc ça a été vraiment du coup ma première expérience professionnelle en fait réelle. C'était du coup pendant ma dernière année d'école, j'ai commencé avec Rebecca. Et effectivement, moi je pense que le vrai déclic avec Rebecca, c'était la question de la nécessité à monter quelque chose. Parce que moi au début, je me disais oui, j'ai envie de monter plein de trucs. Et vraiment la question principale, elle m'a toujours dit quelle est ta nécessité réelle à monter quelque chose. Et du coup, en fait, quand même, ce que tu as envie de faire, ça me nuise quand même. Et tu en mode peut-être c'est ça. J'ai vraiment envie de parler de ça, de laisser une trace de ces années-là de prépa. Et effectivement, donc, ce rapport aux archives personnelles, ce rapport aussi à ne pas tricher, parce que le spectacle au début est un peu en trompe-l'œil, on se dit que ça va être un conte, machin et tout, puis il y a une deuxième partie, sans spoiler, qui est beaucoup plus performative, où on change un peu tous les soirs, il y a des nouvelles archives et tout. Donc l'idée aussi, c'est de créer une empathie, et ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit avec le spectacle, qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est que les gens m'ont dit, mais en fait d'un coup, on se dit, ah, c'est possible, genre on peut vraiment prendre part au spectacle, et on se sent du coup, c'est une empathie réelle quoi, qui se crée dans un espace comme le théâtre qui est quand même très soporifique généralement, je trouve, moi je trouve. Merci au Théâtre 13 néanmoins pour leur accueil. Oui, et eux ne sont pas soporifiques, c'est une super programmation, vraiment. Et d'ailleurs, Rebecca Chaillon a subi une vague de cyberharcèlement raciste très violent après avoir joué sa pièce vraiment exceptionnelle, vraiment une pièce très importante, je pense, qui s'appelle Carte noire nommée Désir, notamment quand elle l'a joué au Festival d'Avignon en 2023. Elle a poursuivi ces cyberharceleurs en justice. Et cette semaine, 7 de ces cyberharceleurs viennent d'être condamnés à des peines allant de 3 à 6 mois de prison avec sursis. Alors déjà, on célèbre cette condamnation et on envoie tout notre soutien à Rebecca Chaillon. Oui. Et je voulais savoir comment tu avais reçu cette histoire et est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur et auquel tu penses vis-à-vis de ce que tu crées, à la violence et à la vulnérabilité en fait que c'est d'être sur scène. Notamment d'être sur scène parce que y a des gens dans le public. C'est pas comme tu es devant un écran. Comment ça travaille en toi et voilà. Effectivement, il y a beaucoup de choses. En plus, j'en parlais avec Rebecca là, il y a 2 jours justement du procès et de tout ça. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que nous, en fait, on était vraiment en plein dedans parce que, en fait, à ce moment-là. En fait, avant qu'elle joue à Avignon, elle l'a joué en novembre, parce qu'elle a du coup joué en juillet, elle l'a joué en novembre, et nous, en même temps, on jouait Plutôt vomir que faillir. Donc, en même temps, elle jouait à l'Odéon, et nous, on jouait une autre pièce, Plutôt vomir, du coup. Et effectivement, il y a eu on avait commencé à nous dire, oui, vous allez avoir on va vous raccompagner en taxi. Enfin, tu vois, on était vraiment en plein dedans, quoi, en plein dans la polémique. Rebecca, elle était accompagnée tous les soirs, toutes les comédiennes elles étaient réceptionnées à la sortie du théâtre et on les ramenait. Donc, c'était hyper stressant, mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est que
qu'on sait très bien que c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on joue nos spectacles dans nos caves, ça intéresse personne et puis c'est très bien. Mais en fait, d'un coup, Rebecca, c'est quand même la première metteuse en scène noire dans l'histoire de l'Odéon qui a mis en scène un spectacle à l'Odéon et on est en 2025. Donc évidemment que ça dérange et c'est plus la seule. C'est-à-dire qu'on est plusieurs, enfin on est, je ne suis pas du tout dedans. Bon, il y a beaucoup de personnes qui occupent des rôles d'importance et notamment il y a une interview de Rokhaya Diallo qui est trop intéressante par rapport à ça où elle est pas mal, on l'a critiqué beaucoup pour son intervention à BFM TV et elle disait mais est-ce que vous pensez qu'on peut se permettre de ne pas prendre cet espace-là? Est-ce que vous pensez que elle dit c'est très bien nos podcasts et tout et il faut le faire, mais en fait d'un coup de se dire qu'on peut rentrer dans le château et vraiment se dire qu'on peut s'adresser à une audience aussi large que l'audience de BFM TV et puis en fait elle dit en fait il faut voir les ramifications, il faut être spécifique, je fais pas n'importe quoi dedans. Bref, du coup tout ça pour dire que oui, ça me fait pas peur parce que pour l'instant on est quand même protégé, on a joué au Théâtre 13, c'est quand même une audience qui est acquise quand même généralement à la cause et puis le dispositif de Carton Noir fait que les gens aussi se permettaient beaucoup plus de réagir vu qu'il y avait des jeux, les gens pouvaient monter au plateau, il y avait même pas de les gens pouvaient vraiment littéralement quand tu rentrais sur scène, tu rentrais sur le plateau carrément, donc il y avait un truc beaucoup plus direct quoi. Donc j'ai pas peur pour l'instant, mais il y a aussi ma sœur au plateau pour le coup qui est pas comédienne aussi. Ouais, donc, oui, justement, je voulais t'en parler parce que dans la deuxième partie, donc tu es avec ta sœur Merendis, où vous enregistrez un podcast autour de vos inspirations musicales. Merendis a aussi fabriqué les costumes de la pièce et donc elle est sur scène dans la première partie silencieusement et dans la deuxième partie, elle prend la parole. Pourquoi tu as voulu l'inclure dans ton spectacle et dans ce premier spectacle qui est très personnel? C'était depuis le début pour le coup, depuis la première étape, ma sœur était dedans. Je pense que j'avais effectivement encore une fois à cœur aussi, ça je pense vraiment c'est une inspiration qui est même pas conscientisée mais de Rebecca en fait parce que elle aussi a à cœur des fois aussi de prendre sur scène des gens qui font réellement quelque chose, c'est-à-dire que par exemple dans Carton Noir il y a plusieurs personnes afrodescendantes qui sont spécialistes, c'est-à-dire que tu as une circassienne, une personne qui fait de la poterie, une personne en fait juste ça parle déjà en fait cette pluralité de représentation déjà au plateau, des corps qu'on n'est pas habitué à voir et en fait de fait il y a une empathie qui se crée de fait parce que ma sœur n'est pas comédienne donc en fait ça fait tout de suite le lien. Enfin je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues qui m'ont dit mais en fait c'est vrai que d'un coup d'avoir ta sœur c'est très réel parce que on sait très bien qu'elle est pas enfin en même temps les gens disent ouais elle est hyper à l'aise et tout mais il y a quand même une empathie directe parce qu'on se dit ah oui c'est réel, c'est vraiment sa sœur, elle est vraiment costumière vraiment. Et donc, il y avait aussi à cœur de tisser un lien avec le public. Et effectivement, elle ne parle pas, parce que ça parle aussi de notre relation au début, en fait, jusqu'à très récemment, je dirais 4 ans, on ne se parlait pas du tout. On ne se parlait pas, on n'échangeait pas. Donc, comment tu grandis à côté de quelqu'un qui vit les mêmes choses que toi et t'en parles que très récemment quoi. Ouais, justement, je voulais, dans le spectacle, on comprend que vous êtes perdu et que vous êtes trouvé ou retrouvé. À quel moment vous êtes perdu et à quel moment vous êtes retrouvé? Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un autre spectacle à creuser là-dedans, si je peux me permettre. Sûrement, ouais. En fait, on s'est perdu. Il n'y a même pas de truc aussi, linéaire, dans le sens où en fait, juste on ne se parlait pas. Enfin, on se voyait pour jouer aux jeux vidéo, ça a toujours été un truc pour le coup, on jouait aux jeux vidéo ensemble et tout. Mais voilà, on vivait, puis on avait quand même 4 ans d'écart, et je trouve que 4 ans, quand tu grandis, c'est beaucoup. Plus tard, ça ne devient pas grand-chose, mais 4 ans, je trouve que quand tu as quand même, 16 ans et 20 ans, c'est vraiment pas les mêmes étapes de ta vie. Et en fait, ce qui nous a rapprochés, c'est que d'un coup, on s'est... non, ah oui, je sais ce qui nous a rapprochés. À chaque fois, j'oublie. En fait, c'est qu'on s'est croisés sur les applications. On s'est croisés sur les applis. C'est pas Grindr, c'était Tinder, ça va, c'était plus que. Et c'est ma sœur d'ailleurs qui m'a vu et qui m'a dit coucou, qui m'a dit hey, et du coup très gênant au début quand même, c'est très gênant quand même. Et puis la gêne se transforme en, je sais pas, elle se transforme en relation, mais du coup on s'est croisés sur les applis comme Queer Life quoi, enfin tu sais. Et donc c'est pas ça. Non, mais il y a les applis quand même. Tu m'avais dit avant qu'on voit. Il y a un mec, effectivement, qu'on a daté. Le même, bon, ça, c'est encore d'autres histoires. Le même mec et tout. Mais avant, la première chose, c'est quand même qu'elle m'a croisé et qu'elle m'a dit oui, je t'ai vu sur les applications et tout machin. Et après, le mec. Qu'on a daté en même temps. Bref. Le mec fétichiste, du coup. Qui était, ouais, lui, il était dans un niveau. C'est même plus du fétichisme. C'est plus loin qu'Henri IV. Ouais, c'est plus loin que le firmament. C'est. Je sais pas, c'est quelque chose, ouais.
Et donc, l'équipe du spectacle, de l'équipe de création est très mixte et queer. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de travailler avec des collaboratrices qui te ressemblent pour créer cette première pièce? Comment ça s'est ressenti dans le travail, dans la manière dont vous avez créé collectivement? Le repos, j'étais reposé. Pour la première fois de ma vie, vraiment, j'étais serein. Enfin, en plus, moi, je suis vraiment One Piece team. Donc, je suis vraiment de la team de créer son équipage, créer sa famille choisie et tout. Et vraiment, ça a été ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment rencontré chaque personne à des endroits un peu improbables, des fois dans des projets apocalyptiques, des fois dans des gens que juste j'admirais musicalement. Par exemple, Louise Bizou, du coup, qui a fait la création. Qu'on salue très fort. Dont très, on très conseille fort. l'écoute de son Tout le EP Petite Meuf Gros Cerveau. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as eu un doute. Non, Du coup, j'ai eu un doute. Avec C'est pas son ça tube Trop bonne, trop conne. C'est ça? Ah oui, c'est ça. C'est Oui. trop bonne. C'est trop bonne, trop conne et Petite Meuf, Gros Cerveau, c'est une chanson. Ah merde. Oui, c'est ça. Mais écoutez-le. C'est génial. Elle est trop forte et moi, c'était quelqu'un que j'admirais et j'étais en mode, un peu comme Lumstrom, en mode, voilà, évidemment, elle fait de la musique, mais elle ne travaillera jamais avec moi. Et un jour, j'étais chez ma dramaturge, Léo Landon-Barré, qui est présente là ce soir avec nous. Qu'on salue. Qui me décolorait les cheveux, voilà, fun fact. Elle me décolorait les cheveux et il y avait Louise et je disais, ouais, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour ma création son. Et Louise a fait, moi, je veux bien le faire. Et j'étais en mode, vas-y. Et voilà. C'est simple à venir. Faut juste demander et on a. Et non, du coup, c'est que des gens que j'admire et du coup, le spectacle est vraiment, c'est fait maison quoi. Enfin, c'est plein de bêtises. Il y a plein de bêtises, plein de. C'est intense des fois aussi, mais j'espère que. Enfin, c'est plein d'amour et plein de choses. La scénographe qui faisait la scénographie des spectacles de Rebecca, justement. On s'est rencontrés là-bas, chez Razad Dermé, qui nous a fait juste un château en carton-pâte. Enfin, de mes rêves. Enfin, vraiment, j'ai vécu tous mes rêves dans ce spectacle. Donc, je peux m'arrêter là, je pense. Eh bien, on va terminer sur ces belles paroles. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Wouh! Un énorme merci à Anthony Martin. Merci. D'être venu se mettre une plume dans le cul avec nous ce soir. Vous pouvez suivre son travail et les dates et son actu sur sa page Instagram, Anthony Martin Pro. C'est ça. Et parce qu'on est un peu les Oprah Winfrey du monde du podcast, vous ne partirez pas les mains vides, puisque vous avez tous gagné en exclusivité des stickers, le masque et la plume dans le cul. Et si vous les avez pas vus, c'est que vous êtes assis dessus. Donc levez-vous. Et si vous n'en avez pas, vous venez me voir, on en a en plus. Il y a un QR code, vous scannez et ça vous envoie sur la page Instagram, la page YouTube, la page Spotify. Vous pouvez liker, mettre des commentaires, en parler autour de vous, les coller dans les bars, dans les librairies, sur vos fesses. Enfin, vraiment, allez-y. Tout. Si je vais à la mutinerie dans un mois et qu'il n'y est pas... Ça va mal se passer. Elle regarde de manière Représailles. sévère. Pareil pour la flèche d'or. Oui. Et ce serait insultant. Il en faut plusieurs dans les toilettes. Voilà. Merci à toute l'équipe du Théâtre 13 pour l'invitation, à Lucas Bonifay, son directeur, et en particulier à Pierre Van Coteren pour l'organisation et Jean-Marc à la régie. Merci à Teresa Suarez pour les photos. Allez suivre le travail de cette star de la photographie sur son Instagram. C'est @Teresa Suarez Photo. Il y a même Nicolas Sarkozy. Et oui, c'est vrai, elle a photographié Nicolas Sarkozy. Merci à Ous pour la régie. Merci. Et merci à Babouchka Babouche. Suivez notre page Instagram, c'est @lemasquetlaplume_DLQ. Passez une très belle soirée et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée.